Depuis plus de 225 ans, Oak Island a gardé ses secrets avec une détermination implacable, frustrant tous les explorateurs, ingénieurs, historiens et chasseurs de trésors qui pensaient être enfin sur le point de résoudre son plus grand mystère. Des générations ont investi des fortunes, sacrifié des années de leur vie et tout risqué à la recherche d'une réponse qui semblait toujours leur échapper. Aujourd'hui, après des décennies d'enquête, Rick Lagina et Marty Lagina pensent que les indices épars ne sont plus des découvertes isolées, mais bien les pièces d'un énorme puzzle qui est enfin en train de se rassembler. S'ils ont raison, le mystère qui hante Oak Island depuis le XVIIIe siècle n'est peut-être pas simplement sur le point d'être résolu. Il a peut-être déjà révélé sa réponse. Un visage de pierre sculpté se dressant silencieusement le long de la côte accidentée de la Nouvelle-Écosse semble pointer vers une destination oubliée, soigneusement positionnée il y a des siècles par des mains inconnues. Au plus profond du marais, les restes d'une cale de halage en bois émergent dessous des couches de terre, suggérant qu'un navire a autrefois déchargé une cargaison de valeur là où aucun rivage n'existe aujourd'hui. Une roulette forgée à la main laisse entendre que des tunnels souterrains sophistiqués ont été construits bien avant l'existence des machines modernes, tandis qu'une route en pierre reconstituée s'étend directement vers le légendaire Money Pit, comme si elle guidait intentionnellement ceux qui savent comment la suivre. Puis, une ancienne carte datée de 1347 et mal traduite pendant des générations révèle soudainement ce que beaucoup pensent être l'endroit précis où une trappe cachée pourrait encore se trouver enfouie sous le sol de la forêt. Les découvertes les unes après les autres semblent s'emboîter avec une précision remarquable, créant une image que peu de gens croyaient possible. Pourtant aussi convaincants que puissent paraître ces indices, ils conduisent à une conclusion peut-être encore plus étonnante que le trésor lui-même. La réponse ne pointe pas uniquement vers l'or, ni n'identifie simplement un autre endroit où creuser. Au lieu de cela, cela suggère l'existence d'un système élaboré de balises de structures techniques et d'une navigation soigneusement planifiée qui s'étend bien au-delà d'Oak Island elle-même. Si cette interprétation est correcte, alors l'île n'a jamais été un mystère isolé. Ce n'était qu'une destination au sein d'un réseau beaucoup plus vaste resté caché pendant des siècles. J'ai pris une image satellite et je l'ai superposée sur l'île, explique un chercheur en étudiant les preuves avec l'équipe. Je voulais voir à quoi ressemblait réellement la zone générale. Là où la carte pointe, là où la trappe semble être située, elle semble se situer à l'intérieur d'une section très boisée. Rick étudie l'image de près avant d'accepter tranquillement. « Oui, c'est vrai, répond-il. On dirait certainement que c'est quelque part sur le lot 4. L'enquête commence par un voyage loin d'Oak Island même. Rick Lagina, Marty Lagina, Craig Tester et Dave Blankenship se rendent à Overton, à environ 144 milles à l'ouest de l'île, où le chercheur Terry DeVoe les a invités à examiner une nouvelle découverte extraordinaire. Ce n'est pas leur première collaboration. Un an plus tôt, Terry avait présenté à l'équipe de mystérieuses sculptures en pierre près de Peggy's Cove, notamment des cercles entourant des croix, et ce que beaucoup pensaient ressembler à une croix templière médiévale. Cette fois, cependant, Terry insiste sur le fait que ce qu'il a découvert pourrait s'avérer encore plus significatif. Laissant le sentier principal derrière lui, Terry conduit le groupe vers un énorme rocher de granit reposant tranquillement parmi les arbres. À première vue, il ne semble pas différent des innombrables autres rochers disséminés dans le paysage de la Nouvelle-Écosse, le genre de formation que les randonneurs croiseraient probablement sans y réfléchir. Mais Terry demande à chacun de s'arrêter et d'étudier la pierre sous un angle très particulier. Alors que Rick et Marty ajustent soigneusement leur position, les surfaces apparemment aléatoires commencent à se transformer en quelque chose d'indubitable. Petit à petit, les traits se révèlent. Un front proéminent, un nez soigneusement dessiné, une bouche distincte. Ensemble, ils forment le visage incomparable d'une figure humaine regardant directement vers l'océan Atlantique. « Voyez-vous les fonctionnalités ?» demande Terry. Rick acquiesce presque immédiatement. « Certainement des fonctionnalités, » répond-il. Marty étudie la formation encore un peu avant d'accepter. « Oui, je vois la bouche, le nez et c'est face à la mer. » Terry s'accroupit alors à côté du rocher massif et montre du doigt sous sa base. En dessous se trouvent soigneusement plusieurs petites pierres qui ont clairement été façonnées par des mains humaines, plutôt que par l'érosion naturelle.
Ces cales taillées à la main soutiennent l'énorme rocher selon un angle exact permettant aux traits du visage de devenir visibles uniquement vus de l'eau. Il ne s'agit pas simplement d'une formation naturellement altérée. Quelqu'un l'a délibérément positionné de manière à ce que les marins qui s'approchent puissent reconnaître le visage depuis le large. Marty passe lentement ses doigts sur les bords du granit pendant que Rick étudie attentivement sa surface. Presque immédiatement, il remarque quelque chose d'inhabituel. Certaines parties présentent la texture lisse et arrondie attendue de l'altération glaciaire au cours de milliers d'années, tandis que les surfaces adjacentes semblent plus rugueuses, plus nettes et incontestablement altérées par les outils. Terry montre plusieurs bords travaillés où des sections de la pierre d'origine semblent avoir été intentionnellement supprimées, affinant les contours des sourcils de la mâchoire et du visage jusqu'à ce que l'image devienne impossible à rejeter comme une coïncidence. Selon Terry, il a remarqué pour la première fois ce rocher remarquable 4 ans plus tôt, alors qu'il cherchait dans la région environnante des fondations abandonnées et d'anciens pétroglyphes. Au début, il a simplement attiré son attention parce que sa forme lui semblait inhabituelle. Cependant, plus il l'examinait de près, plus il devenait convaincu que la roche avait été délibérément modifiée plutôt que formée naturellement. À partir de ce moment-là, il a commencé à étudier non seulement la sculpture elle-même, mais également son orientation, réalisant finalement que le visage avait été positionné spécifiquement pour les observateurs venant de la mer. Pour Rick et Marty, cette découverte ne suffit pas. Au fil des années, ils ont documenté de nombreuses sculptures mystérieuses à travers la Nouvelle-Écosse, y compris des sites proches de New Ross, des Bedford Barrens, de Peggy's Cove, et même des emplacements dans le marais d'Oak Island lui-même. Lorsque toutes les gravures connues sont tracées sur une seule carte, un motif extraordinaire commence à émerger. Plutôt que d'apparaître au hasard dans le paysage, les sites semblent reliés par une ligne continue menant directement vers Oak Island. Terry pense qu'ils n'ont jamais été conçus comme des décorations ou des œuvres d'art isolées. Au lieu de cela, il soutient qu'ils fonctionnaient comme des marqueurs de navigation créés pour un groupe sélectionné de personnes qui comprenaient exactement comment les interpréter. La croix entourée d'un cercle et les sculptures de style templier de Peggy's Cove avaient déjà encouragé Rick à envisager une éventuelle origine européenne médiévale. Aujourd'hui, la façade en pierre soigneusement positionnée à Overton, soutenue par des cales d'ingénierie et orientée vers l'Atlantique, semble renforcer cette même théorie d'une manière remarquablement convaincante. Alors que l'équipe se prépare à quitter Overton, Rick prend tranquillement Marty à l'écart pour discuter de ce dont ils viennent de voir. La cohérence croissante entre tous les sites de sculpture est devenue de plus en plus difficile à considérer comme une coïncidence. Chaque marqueur se révèle uniquement sous un angle de vue spécifique. Chacune semble liée à une approche côtière qui aurait guidé les voyageurs arrivant par la mer. Celui qui a créé ces monuments n'a peut-être pas simplement gravé des symboles dans la pierre, mais il a peut-être construit un énorme système de navigation s'étendant le long de la côte de la Nouvelle-Écosse. Rick étudie une dernière fois les surfaces altérées avant d'exprimer ses pensées à voix haute. Ces sections ressemblent définitivement à une altération glaciaire naturelle, observe-t-il. Mais ces autres surfaces semblent complètement différentes. On dirait qu'elles ont été travaillées ultérieurement par des mains humaines. Craig Tester est d'accord, soulignant que les cales de support sous le rocher sont beaucoup trop uniformes pour y être arrivées naturellement. Dave Blankenship se concentre plutôt sur les bords nettement définis autour du sourcil et de la mâchoire, convaincu que la mise en forme délibérée a amélioré les traits du visage au-delà de toute explication raisonnable du hasard. Avant le départ du groupe, Terry partage une dernière information qui capte immédiatement l'attention de tous. Il révèle qu'il a déjà identifié 2 autres affleurements rocheux à quelques kilomètres seulement qui présentent des signes précoces de modifications similaires. Bien que ses recherches ne soient pas encore terminées et qu'il ne soit pas prêt à faire une annonce publique, il souhaite que Rick et Marty sachent que ces lieux existent avant que quiconque n'en entende parler. Si ces formations s'avèrent authentiques, la chaîne de mystérieux marqueurs côtiers pourrait s'étendre encore plus loin que quiconque ne le pense actuellement. De retour sur Oak Island, une autre découverte se déroule dans le coin sud-est du marais en forme de triangle. Gary Drayton et Peter Fornetti baladent méthodiquement la zone avec des détecteurs de métaux, concentrant leurs recherches près d'un endroit
où Rick Lagina et le docteur Ian Spooner avaient précédemment identifié ce qui semblait être une pierre enfouie sous la surface. Soudain, le détecteur émet un signal fort et indubitable qui modifie instantanément le rythme de l'excavation. Alors que Gary commence à enlever la terre, le fer apparaît en premier, suivi quelques instants plus tard par quelque chose de bien plus intrigant du bois ancien émergeant lentement de la terre après des siècles de silence. Gary appelle Marty Lagina sur haut-parleur. Rick, Pete, Gary et Laird se tiennent autour de la découverte pendant que Marty écoute. Rick décrit les poutres parallèles les traversent et l'identification de la cale de halage par Laird. Marty pose les questions que n'importe quel partenaire poserait. Quel âge, quelle taille, à quelle distance du gouffre financier? Le verdict des hommes sur le terrain est cohérent. C'est le genre de fonctionnalité construite lorsqu'un objet lourd doit débarquer rapidement et se déplacer sous couverture à l'intérieur des terres. Marty demande à Rick et Gary de le tenir au courant et l'appel se termine. La cale de halage est également reliée à des travaux antérieurs. 2 semaines auparavant, Rick et le docteur Ian Spooner avaient utilisé un radar pénétrant dans le sol pour identifier ce qu'ils pensaient être une grande pierre enfouie dans ce même coin du marais. La cale de halage peut être le bord visible de cette structure enterrée. Laird parcourt le périmètre des fouilles avec Gary et Pete et signale des points supplémentaires à creuser. Il marque la zone autour de la traverse où la 3e lecture du fer est apparue. Il marque la couche de sol au-dessus des bois où la croissance de la mousse doit être échantillonnée pour estimer l'âge de l'enfouissement. Il marque un endroit juste à l'extérieur de la tranchée où le bois semble continuer. Pete demande à Laird si la structure doit être laissée en place à des fins de documentation ou entièrement exposée. Laird recommande de le découvrir complètement. Gary est d'accord, notant que tirer plus de terre révélera probablement toute la longueur de la cale de halage et tout le matériel de manutention des marchandises qui aurait pu être oublié. Rick intervient une fois que Laird donne le feu vert. L'équipe gardera les fouilles étroites, protégera les bois et apportera des caméras supplémentaires pour documenter chaque nouvelle section à mesure qu'elle fait surface. Il demande également que les fixations en fer soient levées dans l'ordre afin que le métallurgiste ait une vue d'ensemble complète lors de l'analyse. Les attaches en fer raconteraient mieux cette histoire. Datez-le définitivement. Eh bien, c'est cool. Je veux dire, je pense que nous devrions le découvrir. Ouais, vous n'êtes pas d'accord, je suis d'accord définitivement. Ouais. Gary retourne dans la tranchée avec Pete pour commencer la prochaine passe. La cale de halage est la première structure physique jamais extraite de ce coin du marais qui correspond aux données géophysiques enregistrées par Ian Spooner des semaines plus tôt. Pour Rick et Marty, cette cohérence est ce qui compte le plus. Le radar a prédit une caractéristique. La fouille le confirme. La roue du tunnel. Quelques jours plus tard, Gary Drayton retourne à la frontière est du marais avec David Fornetti. Ils sont rejoints par le docteur Aaron Taylor, l'archéologue Myriam Amarol et le docteur Ian Spooner. Aaron a ouvert de nouvelles tranchées dans la région. Aaron guide Gary et David à travers la mise en page. Il y a une longue tranchée coupée par Billy Gerhardt. Des tas de déblais flanquent la fouille. Myriam travaille sur une section qui, selon l'équipe, pourrait être la fondation d'une ancienne cave, ce qui signifierait qu'un bâtiment se trouvait autrefois sur un sol sec. Gary et David prennent l'extrémité de la tranchée. Gary balaie le mur et les pavés à l'intérieur. Le détecteur hurle à nouveau. Le signal est fort et profond, calé contre la paroi intérieure de la tranchée. Gary essaie de localiser l'endroit exact, puis s'arrête. Il appelle Aaron plutôt que de le creuser lui-même. Si l'artefact est in situ intact depuis le jour où il a été déposé, sa position peut dater l'élément environnant. Aaron s'accroupit près du mur de la tranchée avec une truelle. Il enfonce la lame dans le sol autour du signal en faisant levier avec précaution pour ne pas plier ce qui s'y trouve. L'objet se libère dans sa paume. Il est lourd, plus lourd que sa taille ne le suggère. Le vieux fer est plus dense que le fer moderne et le poids est l'un des premiers signaux lus par un détecteur expérimenté. Gary remarque immédiatement que plus le fer est lourd, plus il a tendance à être vieux. Aaron retourne l'objet dans sa main, ne sachant pas de quoi il s'agit. Gary l'identifie sur place. Une roulette, une petite roue en fer conçue pour rouler sous de lourdes charges. Le type conçu pour se glisser sous un chariot bas dans un espace restreint et à plafond bas. Le genre utilisé dans un tunnel.
C'est une roulette, c'est une roulette. Pensez-y, nous sommes sur une île avec beaucoup de tunnels. Vous auriez besoin d'un petit chariot avec des roulettes en bas. Trouvez des emplacements dans un motif. Un an plus tôt, sur le lot 20, l'équipe de Rick et Marty avait mis au jour des pics à creuser appelés aswajis, des outils si anciens qu'ils pourraient remonter au XVe siècle. Une roulette provenant d'un petit chariot minier correspond à la même image que les déchets, les bois de caissons et les débris de tunnels déjà retirés d'autres secteurs de l'île. David Fornetti soulève la question qui suit toujours une découverte d'Oak Island. Est-ce que cela vient des déposants qui ont enterré quelque chose ici à l'origine ou de chercheurs ultérieurs? La lecture de Gary concerne le déposant compte tenu du poids de l'emplacement et de la proximité des récipiendaires du lot 21. Aaron met la roue dans un sac pour analyse en laboratoire, y compris la datation au carbone et les tests métallurgiques et l'étiquette pour le transport. Myriam Amaro appelle Aaron à la cave où elle travaille. Le profil du sol à l'intérieur de la dépression correspond à ce que l'on pourrait attendre d'une empreinte structurelle, plutôt que d'un effondrement naturel. Aaron parcourt le périmètre avec elle et confirme la ligne de calque. Si la lecture de la cave est valable, cela place un bâtiment au-dessus du sol dans ce coin précis du marais, à un moment donné, dans le passé. Le docteur Ian Spooner croise la découverte avec ses données GPR antérieures. La roue pivotante se trouve dans l'anomalie plus large que le radar a cartographiée 2 semaines plus tôt, la même anomalie qui a fait surface sous forme de cale de halage. Les structures sont regroupées. Tout ce qui se passait dans ce coin du marais se déroulait sur un seul site coordonné. Gary retourne au tas de déblais avec David pour continuer à balayer. La roue était un artefact unique, mais elle s'inscrit dans un contexte que l'équipe a passé des années à construire. Le lot 21 a produit les assouplissements. Le marais oriental a produit la sangle du navire brûlé. Cette tranchée a désormais produit un élément de tunnelage. Le modèle pointe dans une direction. David demande à Aaron si la fonction de cave sur laquelle Myriam travaille pourrait être liée directement à la roue. Aaron les ramène tous les deux au mur de la tranchée et montre la couche de sol. La roue était calée à une profondeur alignée avec le bord supérieur de la cave. Si la cave date de la même époque que la cale de halage, la roue était probablement en service alors que le bâtiment au-dessus était encore debout. Aaron étiquette le sac avec les coordonnées de la tranchée et la lecture de la profondeur. Bon travail. Je pense que c'était une affaire de tunneling. C'est fantastique. Quel artefact. Ouais. Je vais mettre ça dans un sac et nous l'enverrons au laboratoire dès que possible. Excellent. Gary fait un dernier passage avec le détecteur sur le sol de la tranchée. 2 autres signaux faibles reviennent tous 2 moins profonds que la roue. Il les marque pour la corde de main. La route des pierres. Rick Lagina parcourt le coin sud-est du marais avec Tom, un partenaire de longue date de l'équipe, et le docteur Aaron Taylor. Des journées de fouilles minutieuses ont transformé ce qui ressemblait à une dispersion aléatoire de pierres plates en quelque chose d'indubitable. Il s'agit d'une route, un chemin de pierres massifs, posé en morceaux imbriqués allant du bord du marais vers un terrain plus élevé en direction du gouffre financier d'origine. Certaines pierres sont suffisamment grandes pour que leur déplacement nécessite plusieurs travailleurs et un traîneau ou un levier. Aaron propose son interprétation à Rick et Tom. La partie inférieure plus proche de l'eau est plus accidentée, presque un chemin de gravat. La partie supérieure est plus épurée et volontairement posée. Sa lecture est qu'il s'agit d'une route menant d'un petit port aux hautes terres. Je dirais que c'est une route qui mène aux hautes terres. Et puis nous avons une sorte de chemin en pierre jusqu'ici. Peut-être avait-il construit un petit port quelque part pour décharger des choses. Aaron dit à Rick que la construction aurait nécessité un travail soutenu sur des semaines ou des mois. Il note qu'il y avait peut-être un petit port construit à l'extrémité inférieure où les marchandises étaient déchargées. Il a également vu des morceaux de bois sortir de dessous les pierres. Rick s'accroupit et tâte sous l'une des pierres avec Aaron et Scott. Il y a du bois en dessous des caissons du bois coupé posé pour empêcher les lourdes pierres de s'enfoncer dans le sol meuble. Rick appuie sa main contre la fermeté de la couche située sous les pierres de surface et sent une deuxième couche en dessous. Aaron montre un pieu qui semble taillé, plutôt que naturel, passant directement sous l'une des plus grosses pierres. Il le marque pour l'échantillonnage. Les bois de calage seront envoyés pour test avec le reste du bois que l'équipe a extrait de ce coin du marais. Ensuite, Scott repère le charbon.
Des morceaux de charbon de bois éparpillés entre les pierres, des kilos. Le charbon ne flotte pas, il ne peut donc pas avoir été emporté par la marée. Celui qui l'a placé ici, l'a placé exprès. Tom et Scott le signalent tous deux comme preuve d'une brûlure. Le détail est directement lié à une découverte précédente. Un an plus tôt dans le même marais, Gary Drayton avait récupéré une sangle de fer gravement brûlée. La forgeronne Carmen Legge l'a identifiée comme étant du matériel de navire datant du début des années 1700. Cette sangle soutenait une théorie de longue date de feu Fred Nolan. Fred a soutenu que Oak Island était à l'origine 2 îles séparées par un chenal étroit. Il croyait qu'un galion au trésor avait été transporté déchargé sous couverture, puis délibérément brûlé et coulé, le canal étant comblé pour créer le marais artificiel que l'équipe creuse actuellement. Le charbon de bois sur la route pavée peut être une preuve matérielle, Fred avait raison. Rick souligne que la seule utilisation documentée du charbon sur Oak Island à l'ère de la recherche moderne remonte à 1860, lorsque les opérations à l'échelle industrielle ont commencé. Il n'y a aucune raison pour qu'un chercheur d'avant 1860 ait brûlé du charbon ici. Sa présence sur une route qui elle-même semble antérieure aux recherches modernes n'a pas d'explication facile. Aaron signale le berceau le pieu coupé et le charbon de bois pour un travail de laboratoire complet. Chaque pièce ajoute un autre point de date à la chronologie. Rick et Tom notent l'évidence. Chaque réponse que la route leur apporte leur remet une autre question. Aaron accompagne Rick le long de la partie supérieure du sentier. Les pierres imbriquées se resserrent à mesure que la route monte vers les hautes terres. La section inférieure, en revanche, est lâche presque tassée, ce qui correspond à une surface de travail aménagée à la hâte avant la construction de la route supérieure plus permanente. Tom demande à Aaron comment une route comme celle-ci aurait été construite sans équipement moderne. Aaron montre le berceau. Avec du bois coupé posé comme fondation, les pierres auraient pu être mises en place et verrouillées ensemble par leur propre poids. La technique est médiévale et bien documentée dans la construction portuaire européenne. Rick collecte un échantillon de berceau pour l'échantillonnage. Le bois ira au même laboratoire qui manipulera les attaches en fer de la cale de halage. Un autre morceau. Nous trouvons donc ces enjeux qui sont des enjeux réduits. Eh bien, il faudrait que quelque chose retarde tout cela, vous savez, dans une tourbière. Ouais, je suis enthousiasmé par toutes ces choses que nous trouvons, et il nous reste juste plus de questions. Ouais, des questions plus importantes. Si les dates s'alignent, la cale de halage, la route et la cave partageront une fenêtre de construction. Cet alignement relierait tout le coin et du marais à une seule campagne de construction. Scott emballe le charbon de bois. Les morceaux sont suffisamment gros pour ne pas se briser lors de l'enterrement, ce qui suggère que la brûlure s'est produite à haute température dans une zone confinée. Ce détail correspond à un navire délibérément sabordé où le feu est contenu par la coque jusqu'à ce que le navire coule. Rick se tient au début de la route et regarde vers le marais. Le chemin suit une ligne épurée depuis le bord inférieur du port jusqu'aux hautes stères, avec la cave, la cale de halage et la tranchée qui a produit la roulette, le tout à quelques pas. Aaron confirme la géométrie. Chaque découverte de ce coin du marais est désormais connectée à toutes les autres découvertes. La carte du XIVe siècle. Jack Begley et Billy Gerhardt rejoignent Rick Marty Lagina et le reste de l'équipe dans la salle de guerre. Leur invité est l'ingénieur en mécanique Matt Sant, qui a récemment écrit à Marty affirmant que l'équipe avait mal lu un élément de preuve clé. La pièce en question est une carte. L'équipe en a eu connaissance des années plus tôt grâce à la chercheuse Zina Alpern, décédée après avoir partagé 3 documents qui, selon elle, avaient été créés par des membres des Templiers. L'un de ces documents était une carte datée de 1347 montrant une petite île qui ressemblait indéniablement à Oak Island, avec des emplacements étiquetés en français médiéval. L'équipe avait travaillé sur les traductions en anglais à partir d'emplacements répertoriés tels que les ancres La Valve et La Trappe. L'équipe a fouillé le côté ouest de l'île à la recherche de l'écoutille. À ce jour, rien de définitif n'a été récupéré. Matt Sant ouvre la version originale française de la carte et guide Rick et Marty à travers les lignes de repère, les petites flèches dessinées qui relient chaque étiquette à son emplacement sur l'île. Matt a remarqué que le dessinateur avait dessiné chaque ligne de repère de la même manière, avec un petit gribouillis suivi d'une ligne droite vers le texte. Matt soutient que les traducteurs anglais ont commis une erreur de ligne de repère. Ils ont divisé un seul label en 2.
L'expression le trou sous la piège lu comme une seule étiquette continue ne fait pas référence à deux éléments distincts. Il en fait référence à un le trou sous la trappe. Marty accuse réception de l'appel. L'expression le trou sous la trappe se lit comme une seule cible physique plutôt que comme deux cibles abstraites. Rick convient que la lecture corrigée clarifie un langage qui avait toujours semblé étrange. C'est une étiquette ici. L'étiquette en dessous est une étiquette distincte. S'il y a une erreur de ligne de repère, j'espère juste que ce n'est peut-être qu'une opportunité supplémentaire de trouver des informations. Matt superpose ensuite la carte corrigée sur une image satellite d'Oak Island. La ligne de repère corrigée pour le trou sous l'écoutille pointe directement sur le lot 4 du côté ouest de l'île dans une zone boisée que l'équipe a à peine étudiée. L'emplacement original de l'étiquette anglaise les avait attirés vers une section différente. Rick déclare clairement que la confirmation d'un seul élément sur la carte obligerait à une enquête beaucoup plus approfondie sur tous les autres emplacements répertoriés. Les encres, les valves et tout autre élément étiqueté sur la carte 1347 deviennent des cibles viables si le lot 4 produit quelque chose. Matt clôt la réunion en recommandant que Rick et Marty se mettent rapidement sur le lot 4. Marty demande à Matt dans quelle mesure il est confiant dans la correction de la ligne de leader. Matt revient sur le modèle du dessinateur sur toutes les autres étiquettes de la carte. Le gribouillis suivi d'une ligne droite est cohérent sur chacun. Les traducteurs anglais ont brisé ce motif uniquement au niveau du trou sous l'étiquette de hachure, et le motif brisé est ce qui a produit la lecture des deux caractéristiques. Jack Begley évoque le suivi pratique. Si le lot 4 contient le trou dans la trappe, alors les autres éléments cartographiques doivent être déplacés en utilisant la même méthode de ligne de repère corrigée. Si nous ne pouvons confirmer qu'un seul des éléments sur la carte, cela nous obligerait alors à mener une enquête beaucoup plus approfondie sur les autres emplacements mentionnés. Matt a déjà commencé ce travail. Il projette les positions corrigées des ancres et de la valve sur la superposition satellite et guide Rick et Marty à travers chacune d'entre elles. Billy Gerhardt offre l'équipement nécessaire pour dégager la partie boisée du lot 4 en vue d'une enquête. Rick est d'accord. L'équipe agira rapidement compte tenu de la durée pendant laquelle l'erreur de traduction originale en anglais a éloigné la recherche de la cible corrigée. Matt Sant termina en rappelant à la salle que la carte de Xena Halpern est le seul document reliant Oak Island à une date européenne médiévale spécifique. Si le lot 4 produit une hachure un trou, ou tout élément structurel cohérent avec l'étiquette, le point d'origine 1347 devient le nouveau point d'ancrage de la recherche. Rick remercie Matt pour le travail et le fait sortir. Marty rassemble la superposition satellite corrigée la carte française originale et la ligne de repère, les notes et les verrouilles dans le fichier de la salle de guerre pour les fouilles du lot 4. La plus grande question, la cale de halage, la roulette, la route en pierre, reconstituer la couche de charbon de bois, la pierre de taille d'Overton et la carte corrigée de 1347 ne décrivent pas un seul coffre enterré. Ils décrivent une opération organisée. Navires débarqués, des chariots traînés dans des tunnels, routes construites à travers ce qui est aujourd'hui un marécage. Un galion a peut-être brûlé pour sceller le secret. Rick Lagina et Marty Lagina cataloguent ce que chaque découverte contribue à l'affaire. La pierre d'Overton place une chaîne de marquage côtier sur une ligne visant Oak Island. La cale de halage place un site d'atterrissage de marchandises dans le Marais oriental. La roulette effectue une opération de creusement de tunnels sur l'île. La route en pierre relie le débarcadère aux hautes terres. Le charbon de bois place un événement de brûlage au-dessus de la route. La carte de 1347 désigne la zone ouest du lot 4 comme une cible. Le docteur Aaron Taylor confirme que les résultats de laboratoire concernant les attaches en fer le berceau, les piquets coupés et la roue seront tous de retour d'ici quelques semaines. Si les dates se regroupent, l'équipe disposera d'une seule fenêtre de construction couvrant la cale de halage, la route et la cave. Cette fenêtre est ce qui manquait à la recherche depuis 225 ans. Rick Lagina le déclare directement à Aaron Taylor au bord du marais. Nous sommes enthousiasmés par toutes ces choses que nous trouvons et il nous reste simplement d'autres questions. Les principaux candidats pour mener l'opération restent que les Templiers, soutenus par la croix de style templier de Peggy's Cove, et la date de 1347 sur la carte de Xena Halpern, et une expédition écossaise dirigée par Henry Sinclair, longtemps argumentée par les chercheurs d'Oak Island. Aucune des deux théories
ne tient compte de tous les éléments de preuve présentés. La prochaine étape concrète est déjà fixée. La retraduction de la trousse au Latrope par Matheson pointe vers le lot 4, une partie de l'île que l'équipe n'a pas encore étudiée de manière approfondie. Rick a confirmé qu'ils y mettront des bottes sur le terrain. Billy Gerhard prépare l'équipement pour l'enquête. Nous mettrons certainement des bottes là-dessus. Cela ne fait aucun doute. Eh bien, vous pouvez être assuré que nous y regarderons. Eh bien, je vous souhaite certainement la meilleure des chances. Acclamation. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Tout ce que Rick Lagina-Marty, Lagina et l'équipe découvriront sur le lot 4 confirmera la lecture de la carte 1347 par Matheson ou enverra la recherche dans une nouvelle direction. Abonnez-vous maintenant pour la prochaine fouille.